Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les études. Ça risque d'être un petit peu long aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous préparer un petit thé, un petit café. Je vais vous parler déjà de mon parcours, un petit peu des regrets qui peuvent en ressortir, aussi de tout ce qui est année de césure, année sabbatique, la pression aussi ressortie, que ce soit qu'on se met à soi-même ou par les autres, et enfin tout ce qui est expérience à l'étranger. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper un petit peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier mon partenaire pour cette vidéo qui est Open Classrooms. Si vous ne connaissez pas, c'est de la formation en ligne en fait sur des métiers du numérique, donc c'est vraiment quelque chose qui touche à mes études actuelles et c'est pour ça que je trouvais que c'était pertinent d'en parler, puisque vous êtes beaucoup à vouloir faire des parcours là-dedans. Ce qui est hyper important, et c'est ce pourquoi j'ai accepté de vous en parler, c'est que c'est que des formations qui sont reconnues par l'État, donc qui vous délivrent en fait un certificat RNCP, et c'est des formations d'études supérieures, donc du bac plus 2 au bac plus 5. Leur offre, ça va être pour des formations dans le marketing, dans le développement, dans le design aussi. Et il y a aussi des formations qui touchent à la finance et à la data, donc ça c'est des enjeux majeurs on va dire pour la transition numérique dans laquelle on est, puisque je vais vous en reparler un petit peu dans mon parcours. C'est des formations qu'on peut faire en alternance, donc entre 18 et je crois 29 ans. On peut aussi s'auto-financer puisque c'est un tarif mensuel en fait à payer. Et si vous êtes demandeur d'emploi, il y a aussi des possibilités de financement par Pôle emploi. Les formations elles durent entre 6 mois et 2 ans. Vous pouvez les commencer n'importe quand dans l'année, donc ça c'est hyper cool si jamais vous avez arrêté vos études à un moment donné quand ça vous plaisait pas, que vous dites voilà je vais chercher une formation pour la rentrée prochaine. Bah non, en fait vous avez la possibilité de commencer maintenant et d'aller à votre rythme. Comment ça se passe concrètement au quotidien? Vous avez un mentor en fait qui vous suit, avec qui vous avez un appel toutes les semaines pour faire un point. Au cours vous les avez en vidéo, mais il y a aussi surtout des rendus de projets réels, donc ça vous permet en fait d'avoir à la fin de l'année un portfolio, un book selon la formation que vous suivez, et c'est hyper important parce que ça permet de valoriser des travaux que tu as fait en cours. Il y a aussi des formations en ressources humaines, donc en RH, et notamment une en particulier qui est pour devenir conseiller en parcours professionnel. Je trouvais ça hyper intéressant même pour moi parce que c'est une formation qui est que en formation, donc ils ne la proposent pas en alternance. Elle est 100% financée par le Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, et en fait c'est une formation qui vous apprend à capter chez les gens les intérêts, leur faire travailler leurs points forts aussi et à mieux se connaître. Tout ça dans une optique de réaliser son projet professionnel. Cette formation elle dure environ 8 mois et vous avez, comme pour toutes les autres formations, des cours vidéo, un portfolio à la fin et un mentor qui vous suit donc toutes les semaines avec un call. Je vous mettrai toutes les infos dans la description, et si vraiment vous êtes dans une période de vide entre guillemets scolaire, n'hésitez pas à checker parce que ça peut être une solution, surtout que vous pouvez le faire en alternance et donc ne pas payer votre formation et vous professionnaliser en même temps. Je vais désormais passer sur vos questions. Donc les premières ça a surtout été sur mon parcours, donc qu'est-ce que j'ai fait comme études, est-ce que j'ai toujours voulu faire ça. On m'a aussi demandé comment j'ai choisi mon master et je trouvais que c'était une bonne question aussi. Donc pour résumer, j'ai fait un bac ES, option maths. J'ai toujours été plutôt bonne à l'école, plutôt généraliste on va dire. Et une de mes potes a candidaté à un DUT qui est du coup une formation en 2 ans en technique de commercialisation. Donc en gros c'est du marketing, mais ça touche à plein d'autres choses. Il y a de la communication, il y a des langues, il y a de la logistique, il y a de la comptabilité à l'UT de Colmar en Alsace. Et c'était franchement une super période, que ce soit personnellement avec les gens de ma promo ou dans les cours eux-mêmes. Ça me plaisait vraiment et ça a vraiment réveillé plein de curiosité en moi. Ça c'était mes 2 premières années post-bac. Moi j'étais censée enchaîner avec une licence pro, et moi à ce moment-là j'avais fait 2 stages plutôt dans l'e-commerce, et du coup je me suis dit bon je vais faire une licence pro e-commerce, et j'avais du coup une alternance dans une agence et tout. Sauf que pendant l'été j'étais en mode non mais je suis pas sûre que c'est ce que je veux faire en fait. Vraiment j'ai eu une grosse période de doute, et c'est là que j'ai pris la décision de prendre ma première année sabbatique. Donc c'est une année où tu fais rien entre guillemets. Je voulais pas aller à Paris directement, il me fallait une période d'adaptation, de réfléchir qu'est-ce que je voulais vraiment faire et tout. Au final personnellement ça a pas été une année hyper fructueuse, je me sentais pas bien ni à ma place, et voilà j'ai mis du temps quand même à me relever on va dire pendant cette année parce que j'avais pas d'objectif précis. Et là que j'ai trouvé la formation que je voulais faire l'année d'après, en tout cas la rentrée d'après, donc mon bac plus 3 qui est la licence pro chef de projet communication que j'ai fait à l'IUT Paris Descartes dans le 16e, et franchement c'était trop bien. Donc faut dire qu'avant ça j'étais sur liste d'attente pendant je ne sais pas combien de temps, et que finalement fin août ils ont décidé de me dire oui parce que d'autres personnes n'avaient pas donné suite. Donc je suis rentrée en licence pro. Je l'ai pas faite en alternance, j'ai fait aucune de mes formations en alternance d'ailleurs. Depuis le 1er janvier 2015 moi j'ai mon entreprise, donc en fait j'avais pas besoin entre guillemets d'avoir une alternance puisque je pouvais subvenir à mes besoins facilement avec ça, et donc c'était pour moi pas la peine de mettre l'effort dans une alternance, même si je pense que c'est vraiment très enrichissant et ça te fait avancer beaucoup plus vite que des gens qui ne sont qu'en cours.
Donc voilà, j'ai pas fait d'alternance, mais cette licence, on a fait en fait quasiment 4-5 mois tout le programme, puisque c'est une période assez intense, on est censé faire autant que l'année en alternance. Et après 6 mois de stage que j'ai fait dans un espace de coworking et culturel qui s'appelle le 11e lieu, dans le 11e, et ça a été une super expérience. Et là, rebelote, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller en master? Parce qu'en fait, après une licence pro, on t'encourage à aller travailler directement. C'est vraiment, ça n'a pas vocation à t'amener vers des études longues. J'ai repris une année sabbatique. Je suis restée un peu dans le lieu où j'avais fait mon stage en tant que cliente, puisque j'avais un bureau là-bas. Et là, en fait, pareil, ça me convenait pas tellement, j'avais pas d'équilibre. Et très vite, en fait, je suis retombée un peu dans le même circuit que ma première année sans cours, on va dire. Entre temps, j'ai découvert une formation au CELSA, qui est un certificat de qualification professionnelle, CQP, oui c'est ça, en développeur de format audiovisuel et numérique. Et en fait, c'est une formation sur 4 mois que j'ai fait au CELSA, donc j'ai pas fait le parcours classique du CELSA en médias, journalisme, etc. Donc j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, mais moi j'ai pas fait le CELSA en tant que tel. J'ai juste fait une formation pro sur 4 mois qui me permet d'avoir un certificat reconnu par l'État dans un domaine en particulier, qui était celui de créer des formats pour la télé et pour le web. Donc j'ai fait ça pendant mon année sabbatique, et entre temps j'ai cherché un petit peu vers quel master j'avais envie de me diriger, parce que j'ai toujours aimé étudier, c'est quelque chose qui m'anime et qui éveille, on va dire, ma curiosité, d'autres centres d'intérêt que j'ai. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du CNAM, qui est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Donc c'est pas arts et métiers l'école d'ingénieur, c'est en fait comme une université, mais t'as pas de statut étudiant. C'est un petit peu complexe, je saurais pas très bien l'expliquer, mais en gros c'est plus de la formation dite continue, donc que tu fais au fur et à mesure de ta vie en étant salarié notamment. Si vous voulez, nous sur 10 élèves, donc c'est assez sélectif et tout, on doit être 3 à être encore dans un parcours d'études, on va dire, jeunes, etc. Mais la plupart ont soit déjà travaillé, soit en poste. Et donc je suis dans ce master-là qui s'appelle Transition numérique et innovation collaborative, dans le groupe des masters en sciences de l'information et la communication. En 2-3 mots, en fait, ce master, il te prépare à accompagner des organisations, des entreprises, des gens dans la transition numérique. C'est du coup toutes les transformations qu'il y a eu avec l'arrivée d'Internet, et encore aujourd'hui, il y a tout le temps des nouveautés, des nouvelles problématiques. Je parlais juste avant d'intelligence artificielle, de data, c'est plein de choses dont on parle en cours, et c'est vraiment hyper intéressant parce que il y a aussi tout un angle modélisation. Donc en gros, la modélisation, c'est un des outils qu'utilisent les ingénieurs pour créer des systèmes, et nous, on l'utilise comme outil de communication. Un peu comme en licence pro, vous avez des maîtres de conférences, donc des profs à proprement parler d'université, et vous avez des intervenants qui sont des professionnels, soit consultants, soit en agence, soit qui ont leur propre entreprise. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça touche un petit peu à tout. Je suis pratiquement à la fin du 2e semestre, donc de ma première année, et je serai diplômée en 2021. Donc voilà un peu où on en est. C'est très long, je suis désolée, je vous mettrai tous les récaps de mes formations barre d'infos avec le lien. Et si vous avez des questions plus précises, mettez-les-moi en commentaire de cette vidéo, parce que j'arrive plus du tout à gérer mes DM Instagram, et en fait ça finit par se perdre. Ensuite, j'ai été surprise d'avoir énormément de questions par rapport aux regrets, un peu de me demander est-ce que voilà, tu fais ce que tu as toujours voulu faire, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ces études là. Vous avez été beaucoup à me demander si je regrette pas de pas avoir fait des écoles d'archi ou voilà, une formation dans le design d'intérieur, etc. Et moi franchement je regrette pas mes formations. Après c'est vrai que moi j'ai vraiment choisi mes formations en fonction de ce qui me plaisait. Quand tu étudies dans le marketing et la communication, c'est quand même assez général et c'est quand même vachement du bon sens, et surtout c'est quelque chose qui est dans pratiquement tous les métiers en fait. Enfin même dans une boîte ultra industrielle, tu auras potentiellement un service marketing ou communication, donc je trouve que finalement c'est pas une grosse prise de risque d'avoir étudié là-dedans, parce que ça reste, le champ des possibles est très large en fait. Et du coup pour la question pourquoi ne pas faire des études dans le design ou l'architecture, je les ai pas fait en fait après le bac, tout simplement parce que j'étais vraiment pas au courant de ce qui était dispo. C'est vrai que maintenant des fois je me dis, quand je joue au Sims surtout, alors qu'en vrai l'archi c'est pas que ça, genre c'est des calculs, des mesures, des machins, enfin il y a énormément, c'est très technique en fait, c'est très technique. Je veux dire, le côté Sims, c'est plus du design d'intérieur ou de l'aménagement d'intérieur, et pour ça il y a quelques BTS et tout, mais je m'y connais très mal, donc j'essaierai de vous mettre des ressources un peu en barre d'infos, tout ce qui est sur l'orientation et notamment dans ce domaine là. Mais en tout cas moi dans ma famille, mon entourage, j'ai pas d'architecte, j'ai pas de designer, donc c'est pas quelque chose qui me parlait forcément, et je pense qu'il y a un peu ce truc de se dire non mais de toute façon c'est trop compliqué pour moi, ou j'y arriverai pas.
notamment en tant que meuf. Mais voilà, disons que je pense pas faire l'effort de me réorienter là-dedans. Après ça, vous m'avez posé énormément de questions sur les années sabbatiques ou années de césure. Il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est utile ou un frein. Franchement, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de ce que vous en faites. Moi j'ai toujours réussi à les valoriser parce que il y en a une où j'ai bossé certes sur moi-même, bon avec mes vidéos, mais je veux dire dans le contexte d'une formation en communication, et quand tu candidates à une formation qui est dans ce domaine-là, c'est pertinent. Donc ça dépend ce que vous en faites, ça peut être un voyage, ça peut être une expérience pro, ça peut être une expérience, on va dire un service humanitaire, un service civique. Il y a énormément de façons de valoriser une année de perdu scolairement parlant, parce que pour moi c'est jamais perdu. Ces 2 années elles m'ont permis de faire des choses qui me plaisaient par après, parce que c'est des années que j'ai pris pour réfléchir à la prochaine formation que je voulais faire. Je m'en fous un peu de finir mes études à 25 ans en fait, parce que finalement c'est que des choses qui m'ont plu et c'est que des choses qui ont à chaque fois rajouté des petites briques dans mon projet pro. Après bien entendu il y a tout un chapitre émotionnel, psychologique, santé mentale, qui peut être parfois un peu un point de tension on va dire pour les années sabbatiques et tout, parce que au quotidien, à moins que voilà, tu travailles et que tu aies un truc actif et que tu aies un projet, c'est dur d'être chez soi et de rien faire en fait. C'est un privilège certes, mais c'est parfois un peu dur. Vous étiez je crois 6-7 à me demander si c'était difficile de reprendre des études après une année sabbatique, et encore une fois ça dépend vraiment de vous. Moi ça n'a pas été le cas parce que j'ai un peu une soif d'apprendre, en tout cas scolairement, j'adore en fait être challengée par les profs. Et j'ai toujours eu super hâte de retourner à l'école pendant mes années sabbatiques, parce qu'à partir du moment où j'avais choisi la formation que j'étais prise, j'avais tellement hâte de retrouver un rythme normal, de aller quelque part, revenir chez moi, structurer ma journée comme ça. C'est quelque chose qui me manquait vraiment, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de continuer en master, en dehors de l'intérêt pour les matières et pour le sujet. Moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît au quotidien d'aller en cours. Alors forcément c'est pas le cas de tout le monde, et c'est aussi pour ça que je vous encourage pas forcément, parce que j'ai dit que je fais un master etc, à faire un master. Vous avez des opportunités de par exemple prendre une année de césure quand vous êtes pendant une formation, il me semble que c'est possible, notamment en école de commerce. À la fac aussi il me semble que c'est possible. Je pense que ça dépend énormément de vos universités, mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès des administrations tout simplement. Et après il y a quelqu'un qui m'a dit comment on prend une année sabbatique. En fait tu l'apprends, enfin tu fais ce que tu veux. En gros c'est juste le fait de ne pas recandidater directement à une autre formation après avoir fini, je sais pas, ton BTS ou ta licence. Il y a vraiment 1000 façons de valoriser un an, même si vous avez l'impression que vous avez rien foutu, que vous avez peut-être travaillé, je sais pas, 2 mois dans l'année. Dites ce qui vous a vraiment plu dans ce job là, et en quoi c'est un moteur par rapport à la formation ou le travail que vous visez. Et en fait ça devrait être quelque chose limite d'obligatoire, parce que ça évite aux gens de faire des burn-out 2 ans plus tard, quand voilà, ils n'ont pas eu de vacances, quand ils n'ont pas eu le temps de se poser pour savoir ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment hyper important, et je défendrai toujours cette idée, même si je pense qu'il faut en faire quelque chose. Il faut avoir un projet, une idée en tête quand tu pars pour une année sabbatique, parce que tu peux facilement te noyer et tomber dans une espèce de spirale où t'es pas bien, et voilà, et c'est jamais bon. Après ça on m'a posé pas mal de questions par rapport à la pression. Est-ce que mes parents me mettaient la pression? Est-ce que j'ai eu la pression d'aller dans un secteur en particulier? En fait ceci explique cela aussi, c'est que mes parents sont très très cool. J'ai eu une éducation assez flex on va dire, et dans mes études ça a été pareil, on m'a toujours un peu laissé faire ce que je voulais, aussi parce que j'étais bonne à l'école, mais voilà, même mon frère qui par moment avait des difficultés, voilà, ils n'ont pas été très durs avec lui, et on a vraiment navigué chacun dans ce qu'on avait envie de faire. Donc je suis hyper reconnaissante. Après c'est vrai qu'il y a aussi la variable financière, c'est que depuis mes 18 ans je suis indépendante financièrement. Je paye tout, que ce soit mes formations, donc j'ai fait que du public, mais voilà, t'as quand même des petits coûts. Je paye mes apparts depuis que je suis à Paris, mais aussi quand j'étais à Colmar. Forcément ça rend le truc beaucoup plus cool, et voilà, en tout cas j'ai jamais eu de pression de ce côté là. Je pense que c'est quelque chose qui est très très présent, la pression par rapport aux études, notamment de la part des parents, mais ça peut venir d'autre part. Je pense que ça peut être lié à la culture, ça peut être lié à la situation financière, dans les deux côtés, hein. Je veux dire, si voilà, vous êtes issu d'une famille qui est très très modeste, on peut vouloir de vous que vous arrêtiez après le bac, que vous alliez direct travailler, ou au contraire que vous fassiez des études longues, faire un prêt, etc. parce qu'après ça il faudra subvenir aux besoins. Et inversement, si vous êtes issu d'une famille qui est plutôt aisée, on peut attendre de vous de perpétuer ou de, tu vois, l'honneur de la famille, enfin voilà, ça peut être présent. Moi c'est pas du tout une expérience que j'ai eue, mais
Mais voilà, c'est quelque chose qui existe et il faut le garder à l'esprit parce qu'on n'arrive pas toujours tous non plus à l'école et dans l'université ou en école de commerce machin avec le même contexte familial, les mêmes moyens et les mêmes dispositions en fait à étudier. Donc voilà, c'est quelque chose de réel. Moi je l'ai pas ressenti dans mon parcours, mais ça existe. Après j'ai eu aussi des questions par rapport à l'échec, on va dire, donc quand tu n'arrives pas à valider une formation ou que tu as l'impression que tu t'es trompé de voie et que du coup tu as perdu des années et tout, même si elle n'aboutit pas ou que tu valides pas ta formation, je pense que tout est valorisable après dans tes expériences pro et voilà, quand tu cherches un travail, c'est pas parce que t'es pas allé au bout de ton année de licence que t'as rien appris, et c'est surtout pas du temps perdu parce que c'est le moment où vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne option ou que c'était pas fait pour vous. Et après il y a toute une histoire d'arriver à se motiver. Les études c'est parfois long, mais un truc pour la motivation et dont je vous avais déjà parlé dans un vlog, c'est vraiment d'essayer d'intégrer en fait des choses de vos loisirs dans vos cours. Par exemple là en master j'ai eu un dossier d'études à faire sur une innovation donc collaborative et numérique, donc je l'ai fait sur un espace d'art à Paris et en fait je me suis plongée dans des rapports annuels, des plans d'architectes, des articles de presse, enfin vraiment un énorme travail de veille, mais parce que ça m'a intéressée. Quand vous avez le choix, que ce soit en groupe ou individuellement, d'étudier quelque chose et de devoir appliquer vos cours à cette chose-là, choisissez quelque chose qui vous intéresse vraiment. Même par après, tu peux les valoriser en entretien sur ton CV. Et il y a aussi toute une histoire de stage et d'alternance qui peuvent être un peu le côté terrain et peuvent vous faire tenir, on va dire, les périodes de cours qui sont plus magistraux et tout, surtout à la fac. Il faut toujours essayer de faire des ponts entre ce qui vous intéresse vraiment et ce à quoi on essaye de vous intéresser. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est toutes les expériences à l'étranger. Donc moi j'ai pas du tout étudié à l'étranger, mais je devais partir en stage au Canada du coup en début mai. Donc un stage que j'avais trouvé dans l'art numérique qui était complètement lié à mon master et dont je devais être dans le service communication et faire des trucs cool et tout, mais voilà, si c'est pas fait, c'est pas très grave. J'ai eu plein de choses hyper positives depuis. En tout cas, j'ai préparé cette expérience-là à l'étranger et c'est vrai qu'il y a pas mal de préparatifs à faire. Déjà en termes de convention avec l'école, en termes d'assurance, en termes de visa, en termes financiers. J'avais souscrit à une autre banque 100% mobile. Donc ça c'est un sujet dont je vais vous reparler d'ailleurs. Mais voilà, j'avais préparé un petit peu ma venue en faisant un petit budget, en demandant mon visa. Donc ça a pris quand même quelques semaines et j'ai eu de la chance parce que j'ai obtenu mon visa de stage. Enfin je crois que c'est un PVT. Mais en tout cas comment s'organiser, bah franchement faites-vous une grosse liste parce qu'il faut que ce soit très très clair. Il y a énormément de zones à régler, on va dire, que ce soit le logement, que ce soit les finances, que ce soit comment tu te débrouilles quand tu arrives là-bas, les assurances, la mutuelle. Si jamais c'est des pays où vous avez besoin d'un visa ou d'un PVT, donc un permis vacances-travail, n'hésitez vraiment pas à regarder sur les forums PVT, les trucs comme ça, parce que ça m'a aidé mais de dingue. Enfin vraiment j'ai dû passer je pense 2 mois sur mes démarches. En fait, aller chercher des choses, voilà, j'avais trouvé un stage, mais c'était à force de contact, à force de faire des ponts entre ce que j'aimais, entre voilà, après j'étais déjà allée à Montréal, donc c'était aussi plus simple. J'étais déjà allée dans le lieu dans lequel j'étais censée faire mon stage, donc si vous voulez, j'ai vraiment j'ai mis tout mon cœur en fait dans ce projet et je pense que c'est ce qu'il vous faut faire si vous souhaitez étudier à l'étranger, mais surtout c'est hyper important si vous êtes déjà en école de commerce, en école de communication, à la fac, il y a énormément de choses qui existent déjà, des partenariats qui vous permettent de partir pour un semestre dans un cadre bien particulier avec des avantages bien particuliers. C'est vrai que ce serait intéressant que ceux qui sont partis étudier à l'étranger ou en stage mettent un peu leur expérience dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Ça m'a fait trop plaisir. Bonne journée à tous. Bon courage dans vos études, bon courage pour Parcoursup et toutes les décisions à venir cet été. Vraiment, je suis avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions ou à poser des questions à tout le monde en commentaire. On se retrouve très bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut, bisous.